Bon, donc je suis avec notre ami Jean-Claude Durand pour une sorte de création mondiale. En tout cas, c'est la première fois que j'expose en public cette idée du sablier astrologique. Enfin, bien sûr, il ne fait que formaliser sous une forme un peu parlante toute une pensée, mais malgré tout, ça met l'accent sur cette dualité et sur la simplicité même du système. Puisqu'en fin de compte, là les choses sont claires, c'est un système binaire, il y a un coup on descend, un coup on monte, et donc comme tu l'as compris Jean-Claude, la grande difficulté c'est déjà au départ de savoir de quel côté on se trouve. C'est-à-dire de savoir si on est du côté de ceux qui... À un moment donné, est-ce qu'on est du côté de ceux qui montent ou de ceux qui descendent? Et bon, après, on a le système qui est ce qu'il est, et puis on peut l'appliquer, mais il y a le problème de l'input, c'est-à-dire, effectivement, où je suis là-dedans, où je me situe. Voilà. J'aime beaucoup le mot « situer » parce que je pense que c'est très important dans la vie de savoir se situer. De savoir où on en est par rapport aux autres, à quel groupe on appartient, où on en est. Bon. Et je dirais même que d'une certaine manière, c'est peut-être de cela dont les gens souffrent le plus, c'est que, ils ne savent pas se situer, ils ne savent pas où ils en sont. Alors l'astrologie traditionnelle leur propose de se situer, mais c'est un système de situationnement qui est tellement complexe qu'on ne se situe pas vraiment. Le fait de savoir qu'on est bélier par rapport à 12 autres signes, est-ce qu'on est vraiment situé? Et puis il y a aussi la question de savoir, quand on est dans une phase, ça aussi c'est une façon de se situer, mais si les phases sont très complexes, avec toutes sortes de facteurs qui interfèrent, qui interviennent, qui se succèdent, finalement on n'est pas trop bien situé pour autant. Hein. Donc moi ce qui m'intéresse, c'est un instrument qui vous permet de nous situer. Et qui soit plus efficace, plus pratique que l'instrument astrologique classique. Le mot situer, les gens préfèrent dire je veux savoir qui je suis. Mais finalement, qui je suis, qu'est-ce que ça veut dire? Avant de savoir qui on est, il faut déjà... D'abord, moi je dis toujours, pour savoir qui on est, c'est déjà une façon de savoir où on est. À quelle place on se trouve, à quel groupe on appartient, quel est notre déterminisme collectif. Donc c'est une façon de se situer dans l'espace. Parce que se situer, ça veut dire forcément se situer dans un espace-temps. Et on ne peut pas se situer si on ne sait pas ce qu'il y a autour de soi. On ne peut pas, par exemple, savoir si on est un bon coureur si on ne sait pas les performances des autres coureurs. Alors le type qui dit, moi je cours, je suis un bon coureur, il ne sait même pas combien de minutes, combien de secondes on fait pour faire telle distance. Donc beaucoup de gens n'ont pas de repères, mais c'est pas facile d'avoir des repères, parce qu'avoir des repères, c'est quasiment, il faudrait presque savoir tout ce qui se passe, tout ce qui se fait, tout ce qui se dit, pour savoir si moi je suis, à quel niveau je suis par rapport à tout ce qui existe. Se repérer dans le monde, par rapport au monde, c'est pas du tout évident. Et tout le monde n'en est pas capable. Et justement, là, ça nous permet d'embrayer sur un critère d'appartenance qui est justement assez évident, c'est que les gens qui savent le mieux se situer, c'est déjà une catégorie. C'est-à-dire qu'il faut déjà classer les gens entre les gens qui savent se situer et les gens qui ne savent pas se situer. Et par exemple, un critère, c'est la culture. La culture générale, c'est justement une façon d'essayer d'avoir une vision aussi globale que possible de ce qui se passe. Et si on n'a pas de culture générale, on ne peut pas dire « moi je suis là ». Par rapport à quoi? Bon, quelqu'un qui a une culture étriquée, limitée, déjà, par avance, on sait qu'il ne sait pas se situer, il ne saura pas se situer. Donc le grand problème de certaines personnes, c'est qu'elles veulent se situer sans passer par la question de la culture. Et donc elles vont peut-être aller vers un certain nombre d'astrologie qui leur permettra, de façon plus ou moins fictive, de se situer, de savoir dans quel signe est leur planète ceci, dans quel signe est leur soleil,
mais ça sera une sorte de palliatif au véritable travail de situation qui implique tout simplement d'ouvrir les yeux, de regarder le monde et de se renseigner. Bon. Et comment? Je dirais que pour moi, déjà à mon avis, c'est une erreur entre guillemets d'essayer de se situer. Enfin, c'est pas une erreur en soi, mais l'erreur c'est de vouloir se compartimenter, parce que quelqu'un qui est, par exemple, qui est un créateur qui crée quelque chose, hein, au moment de sa création, bon, même si sa création évidemment dépend de tout ce qu'il a pu, toute une culture, etc., qu'il peut y avoir derrière, tout ça, d'accord, hein, mais au moment de la création, hein, ce n'est pas un problème de situation, c'est un problème, on apporte quelque chose, on est à ce moment-là, et quand on est, on cherche pas à s'y situer. Je veux dire que de chercher à se situer, c'est chercher à se compartimenter. Ça permet évidemment disons, de qualifier et quantifier les choses, mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment ça l'objet. Bon, alors je peux répondre à ce point de vue, parce que moi-même je suis aussi dans la création, parce que je suis dans la composition. Je crois c'est un point de vue qui est trop ponctuel. Le créateur, que ce soit un peintre ou un compositeur, au moment où il va, en effet, comme tu dis, créer, ce ne sera pas le problème qui va se poser, mais il y aura tout un parcours antérieur. C'est-à-dire que la personne aura déterminé son style, aura déterminé ses méthodes sur le temps. Bon, maintenant, au moment où elle va te jouer un truc, où elle va te faire tout ça, ça a été déjà, elle s'est déjà située. Donc elle s'est déjà située, elle a déjà fait ce travail, et donc effectivement, elle va créer quelque chose. Mais il est évident que, par exemple, prenons un cas comme Picasso, par exemple, il ne faudrait pas être naïf. Picasso, il a d'abord fait un travail de se situer. Il a voulu savoir où il en était, où il pouvait aller au-delà, dans quel créneau il pouvait être plus créateur. Et donc, il faut déjà choisir son créneau. Et à partir de là, bien évidemment, une fois qu'on a choisi son style, une fois qu'on a choisi sa façon de faire, évidemment, après, ça paraît simple. Mais il y a un travail préparatoire on va pas, le type qui fait sa petite musique, alors que c'est un truc qui date d'il y a 50 ans, il n'est pas vraiment créateur. Pour être créateur, il faut déjà savoir où on en est, où on est, et où on veut aller, où on veut dépasser. Il faut dépasser. Donc pour dépasser, il faut savoir ce qu'il y a à dépasser. Ah oui, mais d'accord. Hein? Et pour progresser, il faut savoir où on en est, de toute façon. Donc implicitement, il est évident que moi, quand je joue aujourd'hui du piano, je ne suis pas en train de me situer, mais c'est la résultante de quelque chose qui a été fait, qui a fait que j'ai voulu trouver de nouvelles façons d'exprimer la musique, et donc quelque part que ma musique, elle est quand même plus ou moins d'avant-garde d'une certaine manière, et qu'elle n'est pas en train de répéter... bon, à la limite, il y a des gens, par exemple, qui ne savent pas ce qu'il y a comme musique après Beethoven. On va dire, bon, donc quelque part, il leur manque quelque chose, ils n'arrivent pas à situer. Donc, quand tu entends quelqu'un te parler, prenons par exemple le cas de l'astrologie. Quelqu'un qui n'a jamais fait d'astrologie, il ne va pas entendre ce que nous sommes en train de dire, comme quelqu'un qui a fait 30 ans d'astrologie. Hein, le type il débarque comme ça, il entend un truc, bon pourquoi pas, ok, bon, mais il ne voit pas du tout quels sont les enjeux, par rapport à quoi on s'oppose, qu'est-ce qui a été fait avant et qu'on remet en question, il ne comprend pas, il te situe pas, parce que mon cher ami, le problème c'est pas uniquement de se situer, c'est de situer l'autre. Il faut que quand je rencontre quelqu'un, aussi je sois capable de le situer. Hein, non, mais ce que je voulais te parler, c'est uniquement pour moi du côté que je dirais... Je suis d'accord, je suis bien d'accord qu'il faut se situer dans le sens qu'il faut connaître l'histoire quelque part, hein, mais il ne faut pas que cette situation, enfin cette connaissance d'une situation, soit quelque chose de bloquant de certaines personnes. Ils se mettent dans une catégorie et puis voilà, ils restent dans cette catégorie. C'est comme les politiques, on est soi-disant à droite, soi-disant à gauche, et puis après on va aller là et on va dire un discours qui est comme ça et on ne cherche pas je veux dire qu'il faut chercher la réalité et la vérité en tout. Alors, l'histoire c'est une chose, on sait ce qui a pu se passer, mais ça ne doit pas être un conditionnement trop important. C'est ça que je veux dire. Oui, mais l'histoire, je ne vais même pas employer le mot histoire, c'est pas uniquement l'histoire, c'est
tout ce qui se passe autour de oui, nous, c'est pas uniquement l'histoire, c'est l'actualité, c'est les affaires, c'est dans tous les domaines. Quelqu'un qui veut lancer un nouveau produit, il faut bien qu'il se situe. Oui, hein. bien sûr, Il va pas lancer un produit qui est pas du tout à la page, il va se ruiner, le mec. bien sûr. Donc il n'y a pas un seul domaine où on ne peut pas se situer. Et puis il faut aussi situer les autres. Quand on est par exemple dans une société où on est étranger, ben, on a parfois du mal à situer parce qu'on ne sait pas les critères. On ne sait pas si la personne est bien habillée, pas bien habillée. On ne sait pas à qui on a affaire. Oui, non mais d'accord. Bon, et ce que je dis, c'est qu'en fin de compte, c'est à la fois ce qui fait que... C'est pour dire que quelque part, l'astrologie a toujours eu ce problème. Elle a toujours eu cet enjeu d'aider les gens à se situer. Elle n'a peut-être pas donné les bonnes réponses et les bonnes façons de faire, mais quelque part, au fond, ce que je suis en train de dire, mon cher Jean-Claude, c'est que quelque part, c'est bel et bien les raisons pour lesquelles les gens font de l'astrologie que de se situer et de situer autrui. Et que donc, par conséquent, moi, ce que je suis en train de dire là maintenant, ça ne fait que reprendre un projet qui est sous-jacent. Ça veut pas dire que les gens le diraient comme ça directement, parce qu'ils auront, comme je disais tout à l'heure, ils auront plus le temps d'en dire « Ah, moi j'ai envie de savoir qui je suis ». Mais qui je suis, il faut traduire. J'ai envie de me situer. Qui je suis, ça ne veut rien dire. C'est se situer. D'ailleurs, quand les gens apprennent l'astrologie, ils apprennent bien alors, on leur donne une sorte de représentation du monde, tu vois. On leur dit, voilà, il y a 12 signes. Donc déjà, il y a 12 signes et vous êtes Gémeaux. Donc vous êtes Gémeaux, donc vous vous situez Gémeaux par rapport aux 12 signes. Donc tu vois, c'est-à-dire que même la démarche elle-même, d'entrée de jeu, elle prétend vous situer. Maintenant, elle ne le fait peut-être pas de manière correcte, tout le problème est là. Mais au niveau du projet, on est bien d'accord que finalement l'astrologie est là pour qu'on arrive à se situer. D'accord. Et effectivement, la méthode utilisée généralement en astrologie pour se situer, pour se connaître, pour connaître les autres, on peut aussi, le mot connaître est aussi un mot qui est synonyme de se situer finalement. C'est se connaître, c'est se situer quelque part. Bon. Et donc, mais la différence c'est que se situer, il y a un contexte géographique, c'est-à-dire que tu te dis, voilà, où est-ce que je suis par rapport aux autres. Voilà. Et alors la réponse des astrologues, c'est, bon, on va dresser le thème astral, le thème natal, et puis comme ça, on saura où vous êtes, où est votre planète ceci, votre planète cela, dans quel signe, etc. Tout ça, vous allez vous situer par rapport à la totalité du savoir astrologique, vous allez avoir ça et pas autre chose. Donc là, effectivement, il y a le problème de risque, en effet, de figer les gens par rapport à leur thème astral, ils ont Jupiter en Scorpion et pas en Sagittaire, ils ont Mercure en Lion et pas en Vierge, etc. Mais moi, comme on le sait, je ne me fie pas du tout à cette façon de faire. Donc pour moi, le thème astral, ce n'est pas une référence. Pourquoi? Pour toutes sortes de raisons. Une des raisons principales, mon cher, c'est que le thème astral, c'est complexe. Le thème astral, c'est plusieurs planètes, et dont on préjuge que ces planètes ont des rapports entre elles, et qu'elles se situent les unes par rapport aux autres, c'est le cas de le dire. Hein, que dans un thème, par exemple, Saturne sera plus ou moins fort, plus ou moins dominant, parce que les autres planètes seront moins fortes, moins dominantes. Bon. Moi, cette interdépendance entre les planètes, je n'y crois pas, et donc je préfère jouer sur un autre registre, qui est celui, pour aller rapidement, là, qui est celui du rapport entre les planètes, la planète et les étoiles, le rapport planétaro-stellaire, qui, donc effectivement, on va le résumer très rapidement pour simplifier, le rapport planète-étoile, qui est, on est d'accord là-dessus, mon cher Durand, qui est aujourd'hui complètement évacué en astrologie. Donc là, pour nous situer, c'est une façon de dire qu'effectivement, là, on est en train de toucher un sujet on peut le situer, qui est effectivement complètement en marge de ce que fait l'astrologie actuellement. Mais qu'il a été autrefois. Mais effectivement, donc il s'agit de recentrer l'astrologie sur une dualité qui est aujourd'hui pas du tout conscientisée comme essentielle. Et le fait justement que ça ne le soit pas, ça a empêché l'astrologie quelque part d'aller là où elle aurait dû aller. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on va voir le prix que l'astrologie a dû payer du fait que justement elle a renoncé, pour des raisons qui nous sont obscures, hein, qu'on pourrait expliciter. En tout cas, elle a renoncé à cette dualité qui est pourtant bien commode. Parce qu'effectivement, d'abord, premièrement, on la retrouve déjà
dans la dualité Soleil-Lune, hein, d'une certaine mesure. C'est-à-dire qu'effectivement, le Soleil et la Lune, c'est aussi cette dualité, d'autant plus que le Soleil, quelque part, c'est quand même une étoile, et la Lune, c'est quelque part une planète qui n'a pas de lumière qui lui soit propre. Donc on a déjà ça. Donc c'est une transposition, on va passer d'une transposition Soleil-Lune vers une transposition Saturne-étoile. Ou si on peut même le mettre comme un astérisque. Donc effectivement, d'ailleurs ce qui est amusant, c'est de voir des gens comme Rudyard trafiquer le dialectique Soleil-Lune pour que la Lune devienne une sorte de Saturne. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la Lune met 30 ans en direction. Au lieu de carrément utiliser Saturne, ils vont étudier les directions de la Lune, et finalement ils vont quand même nous parler d'un cycle de 30 ans. Donc c'est bon. Alors, mais avec évidemment un système conventionnel qui n'a rien à voir avec l'astronomie. Effectivement, là, ils sont décalés par. Rudyard, quand il fait ses directions sur la Lune, il est décalé par rapport à la réalité astronomique, c'est-à-dire qu'il fait avancer la Lune selon des critères qui sont contestables, qui sont 1 degré égale 1 an, des choses comme ça. Alors que là, on est vraiment en prise sur une réalité astronomique. Alors effectivement, l'astrologie du sablier n'utilise pas de manière saturante l'astronomie, elle n'utilise pas. Parce que c'est ça, le thème astral, c'est on sature l'astrologie de l'astronomie. Voilà. Y compris les planètes nouvelles, etc. Donc on sature. Là, au contraire, on n'est pas dans le phénomène de saturation, mais on a quand même une réalité astronomique bien précise. Effectivement, Saturne, il n'est pas question de l'étudier en dehors de la réalité astronomique, c'est-à-dire en dehors de sa situation par rapport aux étoiles. Donc on fait bouger Saturne en mouvement réel par rapport à des étoiles qui sont réelles, et qui en plus ont l'avantage d'être visibles à l'œil nu et d'avoir existé et d'être connus de l'humanité depuis des millénaires. Ce qui n'est pas, comme on le sait, le cas des planètes transsaturniennes par exemple, qui sont également des facteurs lents, mais qui ne sont pas si lents que ça. Parce que l'avantage aussi de travailler sur les étoiles, c'est que les étoiles, elles ne bougent pas. Elles ne bougent quasiment pas, ce qui fait que c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le retour sidéral. Qu'est-ce que c'est que le retour sidéral d'une planète? C'est quand elle revient au même endroit, sur la même étoile. Donc là, on est dans une logique de retour sidéral. Alors, la différence, c'est qu'au lieu d'avoir un système avec un seul point d'accroche, qui serait donc le passage de Saturne par rapport à une étoile, comme on fait d'ailleurs, qui serait une sorte de zodiaque à ce moment-là, de la même façon que le zodiaque, initialement, est lié au fait de choisir une certaine étoile, d'après certains critères. Alors, le zodiaque, quel est le critère qui sert pour le zodiaque normalement? C'est tout simplement la rencontre entre le point vernal et une certaine étoile qui aurait existé. C'est ce que disent les sidéralistes, mais c'est aussi quelque part ce que disent les tropicalistes, c'est-à-dire que pour savoir quelle est l'étoile qu'on va utiliser, on va regarder celle qui coïncide ou qui a coïncidé éventuellement dans un certain. C'est ce que disent les hindous, effectivement. Il y a eu un moment donné où il y avait une certaine coïncidence, etc. Ils ont besoin, pour justifier le choix d'une certaine étoile, à partir de laquelle, qui va être un point zéro, à partir de laquelle ils ont besoin de dire que ça a probablement été déterminé quelque part par le point vernal. Bon. Moi je dis, je ne m'intéresse pas à ce critère-là. Je ne crois pas du tout que le point vernal serve pour les étoiles. Et la preuve, c'est que là, nous avons un quadrilatère d'étoiles, et visiblement ce quadrilatère d'étoiles n'a rien à... il n'y en a pas 36 000, hein, et donc il n'a visiblement pas été choisi par rapport à un quelconque point vernal, il a été choisi parce qu'il existait en tant que tel. Donc là on décroche par rapport à la notion de saison ou de point vernal, c'est tout simplement une réalité astronomique vue de la Terre, qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui avait été perçue, et qui avait été perçue comme étant intéressante pour structurer le cycle de Saturne, par exemple. Bon. Donc c'est des choses relativement simples et relativement anciennes. Alors, le vocabulaire que nous utilisons en astrologie du sablier, il comporte que quatre termes. Hein. On va revenir d'ailleurs sur cette expression que tu m'avais signalée l'autre jour, qui m'avait rappelé de disjonction. Effectivement, soit Saturne est conjoint à une de ces 4 étoiles, ce qu'il fait à peu près tous les 7 ans, soit il est disjoint, c'est-à-dire qu'il est à mi-chemin entre 2 étoiles fixes, donc forcément il est ni avec l'une ni avec l'autre.
Et donc là, effectivement, il y a une espèce de passage à une phase 2, qui est la phase de disjonction. Et puis, deuxième facteur, soit on est quelqu'un qu'on pourra qualifier de stellaire, c'est-à-dire qui est favorisé en quelque sorte par la conjonction, ou quelqu'un qui est de planétaire, c'est-à-dire qui est plutôt favorisé par la disjonction. Donc finalement, on revient à notre question tout à l'heure, est-ce que la personne à qui on a affaire, dont on doit parler astrologiquement, est quelqu'un qui est stellaire ou planétaire? C'est-à-dire quelqu'un, qu'est-ce que c'est? Alors le stellaire, c'est celui qui ne bouge pas, en quelque sorte, il est toujours au même endroit, et le planétaire, ben lui, il est là conjoint, puis après il s'écarte, et puis il retombe encore dans la sphère d'une autre étoile, et donc finalement, à un moment donné, là, quand il est là, il est tout heureux, parce que quelque part, il échappe quelque part à l'emprise des étoiles. Donc, il se dit, oh, on s'est débarrassé des stellaires, on s'est débarrassé de ces gens qui vous disent ce qu'ils doivent faire, etc. Bon. Et donc cette problématique-là, de la psychologie, dans quel état d'esprit les gens sont, selon le cours selon le cycle de Saturne, par exemple, à quel moment ils sont satisfaits, à quel moment ils sont inquiets, à quel moment ils sont heureux, à quel moment ils sont malheureux, etc. On retombe alors là encore une fois dans une astrologie très, très ancienne, puisqu'on est obligé d'utiliser des expressions comme période favorable ou défavorable, qui renvoient effectivement à une problématique prévisionnelle très, 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 très ancienne. Mais on ne peut pas y échapper complètement. Dans ma façon de voir, je pense qu'effectivement, il y a des périodes qui nous conviennent mieux, et qui nous mettent au premier plan, qui nous permettent de donner le maximum, et des périodes où on est quand même plus ou moins un petit peu à l'étroit, où on n'est pas très à l'aise. Donc l'enjeu là, il est double, c'est déterminer selon quels critères, trouver une méthodologie. Alors l'astrologue, moi j'attache beaucoup d'importance dans la différence entre l'astrologue et l'astrologie. Je dis toujours, l'astrologue, c'est beaucoup plus que l'astrologie. L'astrologue, c'est quelqu'un qui se sert de l'astrologie, mais qui va aider la personne à se situer par rapport à l'astrologie. Et tant qu'il n'a pas fait ce travail de situation par rapport à l'astrologie, eh bien le type, il n'est pas... Bon, avant on disait, ah ben l'astrologie vous donne la réponse, on va adresser le thème, et on va savoir. Mais en réalité, on ne sait rien du tout, à moins de rester au niveau du genre, vous êtes né sous tel signe. Bon, de toute façon, l'astrologue, il fallait quand même qu'il fasse son interprétation du thème, de toute manière, et qu'il choisisse ceci ou cela, on ne sait pas très bien comment. En aval, moi je préfère faire le choix en amont. Dès le départ, le système prévoit quelque chose de relativement simple, et ce n'est pas à l'astrologue de trouver des choses simples en trafiquant le thème. Alors effectivement, le travail de l'astrologue, il est double. Il est d'une part, au cours d'une conversation, d'un entretien, de voir avec la personne quel est son profil par rapport à cette typologie double, le voir aussi par rapport au vécu qui a été le sien et qui a fait que justement, pour mettre à l'épreuve cette idée qui a été le sien, qui permet de voir qu'effectivement, c'est parce qu'elle est de telle catégorie que sa vie s'est organisée de cette façon, c'est-à-dire que les moments forts ou les moments faibles de sa vie ont été liés à cette question-là. Et puis, la troisième histoire, c'est effectivement, là on retombe encore une fois dans le conseil astrologique, on peut même être éventuellement à ce moment-là voyant, peu importe, c'est d'appliquer et de voir par rapport à la personne aujourd'hui, où elle en est, la situer dans le cycle où elle est actuellement, en disant voilà, vous êtes actuellement à tel endroit, qui est d'ailleurs le même endroit pour tout le monde, entre parenthèses, mais qui n'a pas la même signification pour tout le monde. L'endroit, le facteur est le même, mais la signification n'est pas la même, c'est ça la différence. Alors, vous êtes à tel endroit, vous êtes aux 2 tiers de la phase X, et il ne reste plus qu'un tiers pour arriver à la phase Y. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux par rapport à ça Ce qui est important pour moi, mon cher Jean-Claude, c'est il faut, comme dirait Mitterrand, il faut donner du temps au temps. C'est-à-dire que, moi je trouve que les astrologues sont très stressants. Ils disent, voilà, il faut que dans les 8 jours vous fassiez ça, ou que
ou alors ils vous disent vous avez encore 20 ans pour je sais pas quoi. On a l'impression que la notion de moyen terme leur échappe. Je pense que les gens, ils attendent de l'astrologie combien de temps j'ai encore par rapport à cette situation où je suis. Mais c'est pas forcément demain. Combien de temps je suis dans une situation actuellement, aussi bien en haut qu'en bas d'ailleurs. Combien de temps je vais encore rester avant qu'il y ait des problèmes, ou combien de temps je vais rester dans mes problèmes avant que les choses s'arrangent. Bon. Et ça, le savier astrologique le permet clairement. Il peut vous dire, voilà où vous en êtes dans la phase où on est actuellement. Cette phase fait que vous avez telle et telle situation et telle affaire. Bon, maintenant, si vous avez encore tant de temps pour en profiter, il y a un compte à rebours. Profitez-en au maximum, ou bien acceptez que cette situation, bon, préparez-vous à un changement de phase qui sera peut-être plus favorable en acceptant de tenir le coup, n'est-ce pas? C'est-à-dire de dire, bon, ben, tenez le coup, bon, c'est pas très drôle, mais ça va s'arranger, etc. On voit bien, mon cher, que dans la mentalité actuelle, non pas des astrologues uniquement, mais du monde en général, les gens n'ont aucune capacité à parler comme ça. Personne ne dit, par exemple quand on même en politique, les gens ne disent pas ah mais dans 2 ans les choses vont s'arranger ou dans les choses vont s'arranger. Non, ils vous disent nous avons été élus pour 5 ans, eh bien nous avons 5 ans pour faire le travail. Bon ben d'accord, mais ça correspond à quoi? Ça correspond astrologiquement, ça correspond à rien. Donc les gens lancent des dates. Et ça c'est amusant parce que le système électoral, il vient se substituer quelque part à l'astrologie. Question que quand même je n'ai pas vu, parce que là, bon, effectivement, on comprend bien qu'il y a un cycle, mais qui lui est pareil partout pour toute la Terre, hein, qui est le cycle de Saturne dans le ciel par rapport aux étoiles fixes. Hein. Donc ça concerne tout le monde. Ça peut dire qu'effectivement, globalement, l'ensemble de l'humanité se trouve dans un cycle disjonctif ou conjonctif. Ça, c'est une première chose. Okay. Et la deuxième chose, c'est de savoir, quand tu parles des gens, tu leur dis, voilà, vous vous situez dans tel cycle. Ça veut dire que si on lui dit à lui où tu te situes, ça veut dire quel est le marqueur chez lui, hein, quel est son marqueur à lui, c'est Saturne aussi, c'est son Saturne à lui par rapport... non, d'abord, premièrement, il n'y a pas une humanité, déjà on dit il y a déjà 2 humanités. Donc c'est pas un discours sur l'humanité, parce que finalement il y a 2 humanités qui cohabitent, qui sont en symbiose d'une certaine manière. L'astrologie leur permet en quelque sorte de cohabiter, et donc quelque part, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Le système, ce qui est amusant dans ce système, c'est qu'il est double en fait. Bon, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est le même. Donc contrairement à ce que tu dis, c'est le même système astronomiquement, mais en réalité, il a 2 significations qui peuvent être contradictoires. Telle phase pour telle personne aura telle signification, pour une autre personne elle a telle signification. Non pas parce qu'elle par rapport à son Saturne, mais par rapport, à ce qu'on vient de dire, par rapport à ce qu'elle est. Tout à l'heure je l'ai dit. Toi, tu fais l'astrologie depuis 40 ans, c'est évidemment un petit peu piégé par ça, mais toi, tu te dis, comment peut-on savoir à quelle catégorie on appartient si on ne fait pas le thème? Ou si on ne regarde pas où est Saturne dans le thème? Même si on ne fait pas le thème, alors comment on peut savoir la personne? On peut peut-être lui dire, bon là, effectivement, nous sommes dans une période globale. Non, mais avant de dire ça, non, mais oui, alors oui. Donc la personne, voyez-vous, bon, savoir est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui veut aller de l'avant, etc., qui serait plutôt du genre conjonctif. Hein, non, mais c'est pas aussi ça, c'est pas aussi ça, non, j'aime pas, c'est pas le vocabulaire que j'utiliserais, parce que tous les gens peuvent s'imaginer qu'ils vont aller de l'avant, donc il faut faire très attention, justement, on est là pour ça, on est là pour en discuter, justement, il faut déterminer des techniques pour justement déterminer à qui on a affaire, en évitant des expressions qui ne veulent rien dire. C'est-à-dire des expressions que chacun... Qu'est-ce que c'est une expression qui ne veut rien dire? Une expression que chacun peut comprendre à sa façon, et donc finalement chacun comprend ce qu'il veut et personne ne sait de quoi il parle. Donc effectivement, des expressions comme aller de l'avant, aussi bien un planétaire aussi bien n'importe quelle personne de n'importe quelle catégorie peut Bon, alors, cela dit, effectivement... Alors, non, je dis ça parce que tout à l'heure, tu as parlé de gens, enfin, les planètes, les étoiles, c'est quelque chose de fixe, etc. Donc, c'est des gens qui vont dire, voilà, on sait comme ça, Non, mais justement... Le planétaire, c'est quelqu'un, au contraire... Oui, mais ça, là, tu as extrapolé par rapport à ce que j'ai dit. Je n'ai pas commencé à... C'est pas ce que j'ai dit, j'ai simplement esquissé, j'ai pourtant été très prudent.
j'ai absolument pas évolué dans cette direction, j'ai simplement dit, il y a effectivement... bon, maintenant, il faudrait que tu me demandes qu'est-ce que ça veut dire être stellaire, etc. Et j'ai dit, par exemple, que le stellaire, c'est pas... Ça veut dire quoi, être fixe, ça veut rien dire. Être fixe, c'est pas du tout la définition. Le stellaire, c'est celui, si on veut, qui ne dépend pas de quelqu'un d'autre, si tu veux. Voilà. Donc c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il ne dépend pas de quelqu'un d'autre, ce sont les autres qui dépendent de lui. Bon, le planétaire, il dépend forcément de la planète. Bon. Donc effectivement, le stellaire, lui, il bouge pas et il n'a pas de velléité de se libérer ou de pas se libérer. C'est les autres plutôt qui cherchent à se libérer par rapport à lui. Donc déjà, il a pas du... c'est déjà presque une sorte de lutte des classes, si tu veux. C'est-à-dire qu'effectivement, il a une emprise naturelle sur les gens, et les gens, à un moment donné, bon, ils acceptent, et puis à un moment, ils n'acceptent pas. Donc si tu veux, effectivement, c'est par rapport à lui que les choses se situent. Oui, d'accord. La question où je reviens, voilà. Si on revient en amont, il faut définir ce que c'est. Comment on peut déterminer qu'une personne, elle est plutôt stellaire ou elle est plutôt planétaire? Voilà, c'est ça. Quels sont les critères qui permettent de dire qu'une personne, elle est stellaire ou... Voilà. Et j'ai dit tout à l'heure que ces critères n'étaient pas, au sens strict, astrologiques. Ils font partie, ils sont nécessaires pour entrer dans la grille astrologique, mais ils ne sont pas obtenus au sens strict par le biais de l'astrologie. Sauf que, effectivement, il y a deux méthodes qui se proposent. L'une qui consiste à regarder, à faire par exemple des sondages dans la vie de la personne, de dire en telle année, voilà, est-ce que vous avez vécu ça comme ceci ou comme cela, par exemple, des trucs comme ça. Bon, alors, c'est une façon de procéder qui, elle, est astrologique. Effectivement, on prend une période, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a n'importe quoi, et en sachant, l'astrologue sait qu'en cette période-là, c'était une période qui était plutôt favorable, ou défavorable à telle catégorie, et donc on regarde comment la personne a vécu les 3 ans en question, par exemple, et si ces 3 ans en question ont plutôt correspondu à une montée en puissance, ou au contraire, à un phénomène du genre, je me mets un peu sur la touche, tu vois, un truc comme ça. Bon, donc ça, c'est un critère. Le deuxième critère que j'ai évoqué, que j'ai esquissé tout à l'heure, à savoir, il y a un profil psychologique propre à chacune de ces catégories, en dehors de toute question de regarder ce qui se passe à un moment donné, comment la personne se comporte dans la vie, et ça doit nous servir pour déterminer si les gens... Parce qu'à la fin de compte, il faut développer dans ton cerveau des réflexes qui te disent « Ah, ben celui-là, il est plutôt A, il est plutôt B. » Bon. Et c'est ton truc qui... Alors, bon, c'est ce qu'on appelle le diagnostic. Hein? Quand tu vas voir un médecin, il faut qu'il t'examine, tu peux lui dire des trucs, mais il faut qu'il t'examine pour savoir quel est ton problème. Bon. Ben là, on est dans une phase de diagnostic. C'est pour ça que je dis, phase 1, le diagnostic, phase 3, le pronostic, et au milieu, ben, on a effectivement le système lui-même qui est exposé dans sa globalité, mais si on n'a pas fait la phase 1, alors ça permet de comprendre le monde en général, parce que l'astrologie mondiale, elle est dans la phase 2. Mais si tu veux t'inscrire, toi, dans le système mondial, savoir, toi, dans cette espèce d'engrenage de roue, où est-ce que tu en es et en quoi ça te concerne et comment ça te concerne, il faut déjà que tu te situes. Donc on retourne à la même question, où te situes-tu? Alors toi, par exemple, on peut par exemple, on peut faire passer des tests. Moi j'ai développé, ça fait déjà bientôt 36 ans, un truc qui s'appelait l'astrologie sensorielle. Je te donne ça pour la petite histoire, si tu veux. C'était paru dans le Cosmopolitan en 1976. Hein, et tu vois que... Comment? Je peux te le donner, là j'en ai gardé un petit instant. Et alors, tu vois, ça commençait comment? Ça commençait par... voilà, quelle est votre... Bon, depuis j'ai évolué. Quelle est votre planète? Et on posait des questions, tu vois. On posait des questions. Alors là, à l'époque, il y avait quatre types. Il fallait se situer par rapport à ces 4 types. Et une fois qu'on avait déterminé à quel type on était, quand même, chaque type était quand même relativement décrit. Et là, on retombait sur des schémas, des courbes. Tu avais des courbes qui se présentaient, qui étaient en rapport avec
le type auquel tu appartenais. Donc, alors évidemment, c'était quand même, c'était qu'il y a 36 ans, hein, ça ne rajeunit pas, et moi-même, évidemment, toutes les catégories qui sont là ont été dépassées, mais le schéma général qui consiste à, et Gauquelin d'ailleurs était assez d'accord avec ça, il a d'ailleurs fait des bouquins où on avait des tests pour déterminer à quelle catégorie planétaire on appartenait, l'idée que l'astrologie doit être nourrie de tests pour savoir à quelle catégorie planétaire on appartient, c'est pas nouveau. Alors effectivement, ça a souvent été évité parce que les gens sont paresseux, parce qu'ils veulent avoir tout de suite un truc un schéma, etc. Et je comprends que certaines personnes ne soient pas... bon, mais... c'est mieux, hein, le sel, voilà, c'est ça, voilà. Les voilà. lymphatiques, Bon. les trucs... Eh ben, on y est... oui, Hippocrate, etc. Donc effectivement, on ne peut pas échapper à ce travail sur le terrain. On ne peut pas échapper à ce travail avec la personne. De toute façon, c'est ce qui permet de vérifier, de vérifier un peu si ce qu'on peut penser. Mais là, il ne s'agit pas tellement de vérifier, il s'agit tout simplement de constituer. Oui, il faut déjà constituer la chose, parce que si pour vérifier, justement, si on veut vérifier, mon cher, oui, il faut d'abord si on veut vérifier, il faut savoir. Situer, d'accord. Si je dis quelque chose, on n'en sort pas, parce que je dis quelque chose à quelqu'un, comment je sais que je ne me suis pas trompé? Donc il faut bien qu'à un moment donné, je parte de ce qu'il est réellement, parce qu'autrement. Voilà, donc de toute façon, il n'y a pas de solution miracle. Hein. Il faut de toute façon, à un moment donné, se dire, est-ce que c'est bien ça? Bon, alors moi, au lieu de dire, d'après l'astrologie, vous êtes ceci, je dis, non, non, on ne sait pas au départ qui vous êtes, et on va le vérifier, et on va le vérifier par l'astrologie, par la suite. Alors, on va voir si quand on fait des prévisions vous concernant, ça colle, parce qu'on a bien défini qui vous étiez, mais de toute façon, la preuve de la qualité de la personne, on ne peut pas l'évacuer. Alors, d'un autre côté, il est vrai que certaines personnes, alors moi j'insiste sur ce point, certaines personnes sont toutes contentes qu'on leur dise qui elles sont. Donc elles vont dès le départ, au lieu parce que les gens ça les ennuie qu'on leur dise mais qui êtes-vous monsieur? Et on va essayer de voir qui vous êtes. Oh là là! Alors les gens ils disent mais non écoutez, voilà, vous me dites qui je suis, vous me dites dans quel territoire je suis, et puis moi je vais dire, je vais me conformer à ça, et puis je vais m'identifier à ça. Ça existe, hein. C'est ce que je disais, c'est le reproche, entre guillemets, que je faisais au départ. Quand on se compartimente, on a tendance à se caractériser, à se mettre dans un tiroir, et ensuite, pour ne pas vouloir en sortir, et de défendre ce point de vue, parce que je suis noir, donc je défends tous les noirs, si je suis blanc... La seule différence, c'est que dans un cas, on vous dit d'emblée que vous êtes parce que l'astrologie dit que vous êtes ça, alors que là, on vous demande de faire un travail pour vous déterminer vous-même. Bon. Sachant que, vu que la psychologie est cyclique, on n'est pas tout le temps dans la même attitude. Non, mais revenons au sujet, là, maintenant. Ma question, c'était de savoir comment on peut dire à une personne qu'elle est dans le cycle comme ça. Alors, voilà, bon, d'accord, donc on revient là-dessus, mais tout à fait, absolument. D'ailleurs, c'était la première partie du séminaire. Alors, bon, ben, j'en reviens finalement quelque part à cette idée d'astrologie sensorielle, c'est-à-dire la vue est pour moi le sens qui est propre aux personnes qui sont stellaires. C'est-à-dire la vue, ça veut dire quoi? La vue, la vision, si tu veux, la vision panoramique. Hein, comment tu vois ce que je veux dire? Parce que la vue finalement c'est le sens qui est le plus panoramique. Superficiel par certains côtés, mais on voit le plus large possible. Le type qui est dans d'autres sens, ben, c'est le coup par coup, je vais goûter ce truc-là, je vais écouter cela, mais il n'a pas une vision globale. Peut-être, moi je dirais peut-être que des fois, Louis, c'est plus... Tu ne peux pas entendre, par exemple, je vais te donner un exemple. Quand Louis, tu entends ce qu'il y a devant, ce qu'il y a derrière, alors oui, mais avec la vue, tu ne vois que ce qu'il y a devant. Donc, non, parce que tu peux te retourner. Oui, là, il faut être obligé de te retourner. Oui, mais ça, c'est pas très grave. Mais ce qui est important, c'est que, par exemple, par exemple, imaginons par exemple que tu regardes, quand il y a 4 personnes qui parlent ensemble, en même temps, ça devient insupportable. Toi. Donc déjà, alors que quand on ne parle pas, ben, tu regardes, tu peux regarder, tu peux brasser 1 milliard d'informations par la vue, parce que tu n'as pas à écouter ce que le tintamarre dit. Bon, donc si tu veux, le visuel
Tout à l'heure, on parlait de l'idée que c'était des facteurs visuels qu'on pouvait voir. La vision panoramique, c'est la vision globale, c'est-à-dire que c'est la vision qui permet d'embrasser un maximum d'informations. Alors, on les embrasse d'une façon superficielle, mais on sait à peu près où sont les choses. Qu'est-ce que c'est que la culture générale? C'est pas quelqu'un qui sait tout, mais qui sait à peu près où sont les choses, qui a une vision, une perspective à peu près correcte des choses, historiquement, spatialement, et à partir de là, moi je dis toujours, c'est la façon, pour revenir à notre fameux débat sur la création, le qualitatif est fonction du quantitatif. C'est-à-dire que si tu ne peux pas dire que quelque chose a une qualité particulière, si tu n'as pas une vision aussi globale que possible. Hein. Si tu n'as pas écouté, par exemple, 200 pianistes, tu ne pourras pas dire que ce pianiste est excellent. Donc, il y a et de la même façon, si tu veux voir qu'il y a une faille ou un créneau, il faut que tu vois globalement un truc pour voir là où il y a probablement quelque chose à faire. Tu vois. Bon. Il y a une publicité actuellement qui est dans le métro, à propos d'une agence de matrimoniale, qui dit « Pourquoi chercher plus loin ?» Bon. Et ça, c'est une phrase qui est très intéressante, qui est typiquement planétaire d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en fin de compte, pourquoi ne pas prendre ce qui vous tombe sous la main? Pourquoi ne pas prendre le truc qui se présente à vous? Alors ça, c'est une logique qui n'est pas du tout celle du stellaire. Le stellaire, il ne va pas prendre un truc parce qu'il l'a sous la main, parce que ça se présente, parce qu'il en a entendu parler. Il va beaucoup plus loin que ça. Tu vois, il va globaliser, et donc, quelque part, il va survoler, il va superviser. Hein? C'est-à-dire que quand tu vois un stellaire, tu te dis, ben, ce type-là, bon, il est au courant, il est informé de ce qui se passe, et il n'est pas uniquement avec son petit problème, sa petite situation personnelle. Voilà. Par définition, le stellaire, il dépasse, il est dans l'impersonnel quelque part. C'est-à-dire il a une vision globale, mondiale des choses, panoramique des choses, et donc instinctivement, le petit stellaire, par opposition au petit planétaire, c'est-à-dire au niveau même de l'enfance. Ben, par exemple, tu vas apercevoir que par exemple, le petit planétaire, lui, il ne sait que ce qu'il doit savoir. Il ne sait que ce dont il a besoin dans l'immédiat. Il ne va pas... alors inversement, le stellaire, il dit « Ah ben je m'intéresse à ça, on ne sait jamais, ça servira peut-être un jour, en prévision de... » Donc il est constamment en train de s'informer sur des choses dont il n'a pas un besoin immédiat. Il n'est pas dans l'immédiateté. Le planétaire, lui, il est quand même beaucoup dans je règle ce problème parce que ce problème-là, il s'impose à moi dans l'urgence, etc., etc. Donc ça, c'est déjà un problème. Donc si tu veux, au fond, si on était dans un groupe de travail avec une dizaine de personnes, je ferais un certain nombre de descriptions et puis je dirais aux gens où est-ce que vous vous retrouvez. Mais c'est aussi aux gens de se comparer les uns aux autres, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, voilà, bon, moi je suis comme ça, ah bon, et toi tu es comme ça, plutôt comme ça, etc. C'est-à-dire qu'en fin de compte, là aussi, c'est un travail, c'est pas forcément un travail immédiat. Il faut plutôt participer à des groupes de séminaires, de dynamique de groupe, où les gens, petit à petit, même dans leur rapport entre eux, si tu veux, quelque part, ils finissent par savoir qui est qui. Bon. Donc ça, c'est déjà un point. Alors, le critère, les fameux critères de quotient intellectuel, les critères de psychotechnique, les tests qui permettent de savoir quelle est l'étendue de la culture de quelqu'un, question pour un champion. C'est vrai que souvent le stellaire, il connaît des tas de choses dans des domaines invraisemblablement divers qui, on se dit pourquoi faire. Bon, ça ne lui sert pas immédiatement, mais c'est pour avoir cette espèce de vision globale, savoir à peu près qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire-là, dans ce domaine-là. Il a un besoin absolument épidermique de se situer, justement. La façon dont le planétaire se situe est beaucoup plus empirique. C'est-à-dire, et d'ailleurs c'est son problème, en fait. Le problème, c'est que souvent, il ne sait pas où il en est, il ne sait pas, quand il rencontre les gens, où ils en sont, et il fait souvent des erreurs il n'apprécie pas bien lui-même exactement sa position, en fait. Et c'est pour ça que souvent il a besoin d'être pris en main par quelqu'un qui le sait. Donc, quelque part, il n'est pas très quelque part dans son mode de fonctionnement,
il ne peut pas vraiment fonctionner de manière indépendante, quelque part. C'est un phénomène de dépendance, c'est-à-dire qu'il a, visiblement, il ne se donne pas les moyens pour être indépendant, il n'en a pas les moyens, quelque part, parce qu'il travaille avec d'autres sens, justement, des sens qui sont plus de proximité, plus dans l'immédiateté, je flaire, j'écoute, je goûte, je touche, etc. Bon. Alors, j'ai élaboré toute une mythologie par rapport à ça, qui est une mythologie autour du feu. Parce que comme tu le sais, le feu, c'est quand même l'élément qui correspond à la vue. Et les paléontologues, aujourd'hui, considèrent que, bon, ben, il y a des sociétés qui vivaient avec cette histoire de feu, et des sociétés qui vivaient plutôt sans le feu, bon, qui sont construites comme ça. Ça renvoie d'ailleurs au mythe de la caverne, d'une certaine manière, de Platon. C'est-à-dire qu'effectivement, dans une société où on ne voit pas bien, par exemple, évidemment dans la journée on voit, mais imaginons, dès qu'on est dans une société, dès que la nuit tombe, et quand il n'y a pas de feu, on peut plus se reposer sur la vue. D'accord. Donc on va se reposer sur d'autres sens, d'où par exemple le besoin de parler, le besoin de communiquer oralement, d'être constamment dans un rapport social fondé sur la parole. Ça c'est typiquement planétaire. C'est-à-dire que chez le planétaire, la parole joue un rôle social de présence à l'autre qui n'est pas forcément indispensable chez le visuel. Hein, le visuel, il regarde, il observe, il se nourrit, quelque part même la vue le nourrit. Quelque part, voir un arbre, voir une jolie femme, ça le nourrit. Il n'a pas forcément besoin de commencer à parler. Donc la parole n'a pas la même fonction. Donc effectivement, alors là, moi je sais qu'on n'aime pas ma façon parce que j'aurais pu te répondre de manière un petit peu provocatrice, en te disant il y a les hommes et les femmes. Bon. Qui à mon avis, c'est pas un critère idiot. Donc si tu veux, à la limite, bon, alors ça n'est pas très à la mode aujourd'hui, il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais d'une certaine manière, globalement, les hommes seraient plutôt liés à la notion de stellaire et de visuel, et les femmes plutôt liées à la notion de planétaire et d'auditif, etc. Bon. Donc effectivement, globalement, hein, mais déjà il y a une probabilité raisonnable. Alors on pourrait donner des exemples, c'est pour ça que mes travaux sur le masculin et le féminin sont directement utilisables par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Comprendre la différence entre la psychologie féminine et la psychologie masculine fait partie de la formation que l'on doit suivre pour maîtriser ces questions-là. Hein. Alors, si on n'a pas compris la différence entre l'animus, l'animal, le masculin et le féminin, on ne peut pas vraiment comprendre non plus toutes ces histoires-là. Bon. Mais on peut, anecdotiquement et empiriquement, on peut dire par exemple que le besoin des femmes de parler, de communiquer, pas forcément, ce qui est même le contenu n'est pas forcément important, mais c'est comme si tu étais par exemple dans une pièce complètement fermée et dans la nuit, et que tu voulais nous dire que tu es là, allô je suis là, donc je parle pour que tu saches que je suis là, parce que tu ne me vois pas, donc je parle pour qu'on sache qu'on est là. Donc ça donne une façon de donner signe de vie. Voilà. Bon, quand on est dans un lieu qui est éclairé, on n'a pas besoin de donner signe de vie, en tout cas on n'a pas besoin de parler pour dire allô je suis là. Et donc finalement pour montrer qu'on est tout le temps en vie, eh bien, il faut tout le temps parler. Donc il y a un rapport à la parole qui est vital au niveau du rapport sociétal, parce qu'effectivement, ils vivent comme si la vue n'existait pas. Comme si ils vivaient, tu sais, quand des gens sont tellement habitués à vivre sans la lumière, sans le feu, eh bien, même quand il y a de la lumière, ils continuent à fonctionner, ils ont une programmation qui fait que il continue à fonctionner, même si ça n'est plus justifié. Bon, on pourrait donner des tas d'exemples de gens qui perpétuent des comportements alimentaires, par exemple, sensoriels, qui ne correspondent pas du tout à la réalité qui se présente. Mais il y a un vécu ancestral qui fait qu'ils continuent à fonctionner comme ça. Donc effectivement, alors inversement, on voit bien à quel point le visuel reste très important. Les textos, c'est pas auditif. Les SMS, c'est pas auditif. Internet, c'est pas auditif. Même s'il y a effectivement des formes un peu parlées. Mais je veux dire, globalement, le visuel n'a pas disparu de notre société.
Et Google, c'est pas auditif, on va pas, heureusement d'ailleurs, mais bon. Donc effectivement, on se renseigne, on lit des tas de documents sur Internet, etc. Et les gens qui sont parfaitement comme un poisson dans l'eau sur Google, bah, c'est plutôt des gens qui sont de type stellaire, encore que, bien entendu, les gens sont toujours attirés par ce qui leur manque. Donc effectivement, quelqu'un qui a une très mauvaise culture va se dire « Ah, heureusement, je vais être sauvé par ceci ou par cela ». Donc effectivement, il y a une espèce d'attirance, qui est normale, d'attirance vers ce qui nous manque, et effectivement, quelque part, mais on s'aperçoit en réalité que Google ne remplace pas un manque de culture, parce que les gens, ils sont tellement noyés par rapport à tout ce qui se dit sur Google qu'il n'y a que quelqu'un qui a un cadre mental et culturel assez puissant qui peut vraiment utiliser Google de manière satisfaisante. Alors, pour passer à un autre sujet, le problème de ce que j'appelle le problème de l'originalité. D'ailleurs, je disais, est-ce que je suis quelqu'un d'original, c'est-à-dire quelqu'un qui démarque quelque chose, ou est-ce que je suis quelqu'un qui est plutôt, qui démarque quelque chose et qui donne éventuellement à d'autres personnes l'occasion de s'exprimer. Prenons un cas simple, le type il compose une sonate, et puis il fait une partition, et puis il y a des gens qui gentiment vont jouer sa sonate. Là, on a une division du travail qui est tout à fait intéressante. Effectivement, visiblement, le planétaire, lui, il joue la partition qu'a composée le stellaire. Donc le planétaire, il a une vie, il va même faire des concerts, et on va même l'applaudir, etc. Mais il va le faire sur le dos du stellaire. Il va quand même le... Enfin, il va utiliser, voilà. Voilà, donc, bon... Il va s'approprier. C'est un utilisateur. Voilà, c'est ça, il va s'approprier. Ouais. Et donc il a besoin de cette espèce de substrat, de schéma, pour fonctionner. Donc, bon, ça, il ne le dit pas forcément comme ça, mais quelque part, il a besoin d'un système pour jouer son rôle, pour jouer sa partition, pour lire son texte. Il a besoin qu'on lui donne quelque chose à faire. Il est dans ce que j'appellerais la valeur ajoutée. Il ajoute quelque chose, il ajoute une valeur à ce qu'on lui a déjà donné. Bon, voilà. Donc les gens, bon, à force, moi je dis qu'à partir de ce moment-là, les gens commencent à se reconnaître, ils se disent, ah ben oui, je suis plutôt comme ça, effectivement. Et donc c'est comme ça que petit à petit, il y a ce qu'on pourrait appeler la prise de conscience. Parce que être conscient, c'est se situer. Je commence à prendre conscience que je suis plutôt de type stellaire, plutôt de type planétaire. Donc c'est progressivement, par un travail de séminaire, c'est ce qu'elle veut dire, séminaire veut dire la semence, par un travail de séminaire collectif, de groupe, qu'au cours d'un certain nombre de mois, par exemple, plutôt des participations non pas individuelles mais collectives, des groupes de 7 ou 8 personnes, binaires, avec des hommes, des femmes, des gens de différentes positions, et bien, petit à petit, quelque part, les gens... Bon, alors, cela dit, maintenant je voudrais qu'on parle de l'autre méthodologie, qui est la méthodologie de dire, voilà, est-ce que dans votre vie, on ne parle pas d'un enfant de 5 ans, bien sûr, mais quelqu'un qui a 50 ans, par exemple, bon, est-ce que dans votre vie, comment votre vie s'est organisée, si vous voulez, comment elle s'est organisée, est-ce que vous avez la vie typique d'un planétaire ou la vie typique d'un stellaire? Donc là, on regarde un peu comment la vie a fonctionné, hein, pas forcément ce qu'elle est aujourd'hui. Parce que le problème, aujourd'hui, ça sera un autre sujet, ça sera qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Mais globalement, étant donné qu'on a quand même des cycles de 3 ans et demi, bon, ben, il y a quand même pas mal de revirements dans la vie qui ont pu se produire sur une trentaine d'années, il y en a quand même une dizaine. Hein, donc, parce qu'en 10 ans, en 30 ans, on a quand même vécu une dizaine de périodes successives. Donc on a quand même une petite idée du profil de vie qu'on a connu, etc. Bon. Et là, on entre vite dans le vif du sujet, si tu veux, c'est-à-dire qu'effectivement, on entre dans la présentation du système lui-même, c'est-à-dire, effectivement, voilà, de telle année à telle année, on était dans la phase conjonctionnelle, après, au bout de 3 ans et demi, on est passé à la phase conjonctionnelle, et puis on est revenu, et vous, comment vous avez vécu ça, etc. C'est-à-dire que vous l'avez vécu forcément, mais vous l'avez vécu sur un... vous étiez de quel côté de la barrière? C'est-à-dire que vous avez vécu plutôt vers la phase... Par exemple, si on prend, je ne sais pas, par exemple, la période... On prend par exemple une période test, pas trop près, pas trop loin, et puis admettons qu'on soit donc là un groupe de gens, alors bon, on va faire semblant.
Donc, on va prendre par exemple la période, je sais pas moi, une période qui soit pas trop ancienne, parce que tout le monde, il faut que les gens aient vécu cette période-là. Mais par exemple, si on prend la période, alors si on prend, on va prendre une période de 7 ans, de façon à justement avoir plusieurs moments qui se sont groupés, on peut prendre la période par exemple qui va de 1900, pas 80, je ne sais pas si tu as des éphémérides, enfin de toute façon on en a là, mais de toute façon les éphémérides c'est pas très utile puisqu'on les connaît, enfin une fois qu'on les a enregistrés, ils ne vont pas changer, mais je vérifie. Alors, cette astrologie-là, elle n'est pas une astrologie au jour le jour. Hein. On a bien compris qu'on est dans une période de plusieurs années, donc on n'est pas. C'est des tendances globales qui se suivent sur plusieurs années. C'est comme ça qu'il faut travailler. Donc, alors, je n'ai pas dit à quel moment sur le plan zodiacal ça correspondait, mais la règle générale, c'est globalement une phase conjonctionnelle. Bon, ben, ça correspond à peu près à l'entrée de Saturne dans un signe mutable, hein. Et donc quand tu commences à être à 0 Sagittaire, 0 Sujet Vierge, 0 Poisson, 0 Saturne, bon. Et puis 45 degrés plus tard, tu es donc vers le 15 degrés des signes cardinaux, et donc là tu es dans une phase disjonctionnelle. Bon. Maintenant il n'y a plus qu'à regarder dans la Sibérie. Alors par exemple, je vois par exemple qu'en mai 93, Saturne entre en Poisson, par exemple, bon, Saturne en Poisson, donc ça déclenche une phase conjonctionnelle, et évidemment, au bout de 3 ans et demi, on rentre dans une phase... Il faut tout prendre la période actuelle. On y arrive justement, on y arrive. Oui, c'est vrai. On va y arrive, Oui, d'accord. on y arrive. Alors là, en 97, par exemple, on arrive à la phase disjonctionnelle. Donc là, on a une conjonction avec Fomalo, hein, pour être précis. Et puis, évidemment, 3 ans et demi après, on arrive donc en l'an 2000, etc. Et puis on peut continuer jusqu'à maintenant. Donc, par exemple, vers 2000, Saturne arrive en Gémeaux. Et donc, à nouveau, alors cette fois-ci, c'est Aldébaran. Donc il a fallu effectivement 7 ans pour aller d'une étoile fixe à une autre étoile fixe. Et puis, ça dure effectivement, encore une fois, ça dure à peu près 3-4 ans. Hein, et on arrive à 15 degrés Cancer autour de 2004. Hein, voilà, bon. Et puis ça continue comme ça. Mais enfin, on n'est pas obligé d'être dans l'actualité immédiate. Hein, mais bon. Mais on peut continuer 2004, 2008, 2008, 2012, etc. Bon, effectivement. Bon, mais il faut mieux avoir du recul. Alors, effectivement, le problème, c'est qu'effectivement, les gens ne se souviennent pas forcément. C'est vrai qu'on pourrait évidemment prendre la période immédiatement maintenant, en disant comment vous vivez ça maintenant. C'est une façon de travailler. Ils ne se souviennent pas forcément de ce qu'ils ont vécu en 93 ou en 95, etc. Mais là aussi, il faut se rafraîchir la mémoire, il faut faire un travail de mémoire. Le problème, c'est que le vécu justement, hein, puis c'est malheureusement, enfin je dis malheureusement, vu ton point de vue, hein, souvent à travers du thème personnel que... ça, c'est les gens qui sont astrologues. Non, oui, mais tout le monde n'est pas astrologue. Oui, mais ça marche comme ça. Oui, non, mais quand on n'est pas astrologue... Les gens, quand on se souvient de quelque chose d'important de vécu, hein, oui. C'est plus lié à quelque chose d'individuel plutôt que quelque chose de plus collectif. Non, mais l'individuel et le collectif, il n'est pas dissociable. Les gens, leurs propres individuels, ils sont liés aussi au collectif. Non, mais par exemple, je sais bien, actuellement, bon, tout le monde est dans la crise, je veux dire, hein, à part les mecs, tous ceux qui ont plein de fric et tout. Non, c'est pas aussi ça. Mais tout le monde est dans la crise. Par contre, il y en a d'autres qui le vivent beaucoup plus durement que d'autres. Oui. Bon, enfin bon, alors ça c'est un autre sujet, comment on le vit actuellement, etc. Mais les gens, non, justement, là je ne suis pas du tout d'accord, je pense que les gens ne vivent, je pense qu'il n'y a aucune situation qui est vécue de la même façon par tout le monde. Hein. Non mais je ne veux pas non plus dire que tout le monde le vit différemment, je veux dire fondamentalement, une situation X est vécue par de deux façons différentes. Oui, je suis d'accord, mais je veux dire qu'il faut faire le distinguo entre
il y a les événements mondiaux, par exemple les guerres mondiales, les trucs et les machins, bon, c'est sûr que tout le monde le vit d'une façon globale, hein, donc ça c'est quelque chose de mondial, personne ne peut y... Par contre, dans cet événement mondial, hein, chacun va le vivre. C'est ça qui nous intéresse. Il y en a qui vont s'en sortir bien, entre guillemets, et d'autres qui vont très mal s'en sortir, hein, entre guillemets aussi. Quoi. Il y a ceux qui se retrouvent... Oui, enfin moi j'emploie pas l'expression bien ou mal, parce que c'est quand même un peu caricatural. Hein. Ils vont s'en sortir différemment. Ils vont s'en sortir différemment et les enjeux ne sont pas les mêmes. Quand je dis bien ou mal, ça veut dire, disons, de façon... oui, mais enfin, astrologiquement... mais bon... Il y a ceux qui se retrouvent à Auschwitz, hein, et puis ceux qui font du marché noir à... oui, mais pour le planétaire, c'est beaucoup plus ambigu que ça. Parce que quelque part, puisqu'on a parlé d'émancipation en phase de disjonction, l'émancipation, c'est pas si simple à vivre. Hein, c'est-à-dire qu'à la fois, donc si tu veux, donc c'est pas, je pense qu'il faut nuancer beaucoup ce genre de propos. Hein. Même si, pour simplifier, mais il ne faut pas non plus exagérer, il faut comprendre comment un planétaire vit les 7 ans. Aussi bien, bon, alors il vit les 7 ans, alors, bon, on va prendre une image d'un planétaire moyen, hein. Pas Monsieur Durand ou pas moi, etc. Un planétaire moyen. Qu'est-ce qui lui arrive pendant cette période-là, mais ça va être un peu fictif, mais ça correspondra globalement. Parce que moi je pense que de toute façon, en astrologie, il faut être dans l'abstraction. Hein. Pour que tout le monde s'y reconnaisse, il faut quand même être dans l'abstraction et que tout le monde intègre. Bon. Donc effectivement, dans l'abstraction, eh bien on peut dire par exemple que quelqu'un... On va prendre le profil d'un planétaire, parce que le planétaire, il a un profil qui est quand même assez remarquable, justement parce qu'il a des enjeux particuliers, des enjeux de soumission, des enjeux d'émancipation, de libération. Globalement, disons, je veux dire, il y a une dominante planétaire ou stellaire, mais on n'est jamais complètement un planétaire et complètement un stellaire.